Bonjour, c'est déjà le deuxième épisode de Sharp. On se retrouve avec Sandrine pour débattre, discuter d'un sujet ou de plusieurs sujets qui nous ont plu cette semaine, des coups de cœur, des coups de gueule. On a deux sujets. Quel est ton sujet, Sandrine? Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de Exodus ou Exit, comme vous préférez, c'est-à-dire la grande transhumance des utilisateurs de X vers d'autres réseaux sociaux et les conséquences que ça peut avoir à la fois sur la vie des réseaux sociaux et aussi celle de l'influence, et notamment l'influence de notre secteur. Formidable. Moi, j'ai un sujet sur tous les compagnons IA qui sont en train de rentrer dans les vies des gens. C'est à la fois effrayant et puis peut-être une solution à la solitude, on ne sait pas. Alors, je te laisse avec Exodus. Écoutez, je crois que tout le monde en a entendu plus ou moins parler. Je voulais un petit peu remettre en perspective ce qui s'est passé depuis les élections américaines sur X, ancien Twitter. Donc moi, personnellement, je suis une grande fan de Twitter depuis la première heure et c'est vrai que c'est un vrai deuil de voir ce que ce réseau est devenu. Si on revient sur les faits, Twitter, c'est plus de 600 millions d'utilisateurs, enfin, chiffre invérifiable parce que pas officiel. Thread, c'est environ 130 millions d'utilisateurs par mois. Et puis, il y a un petit réseau social qui monte, qui s'appelle Blue Sky, qui a été fondé en 2019 comme une extension de Twitter par Jack Dorsey, et qui a gagné et qui est en train de gagner 1 million d'utilisateurs par jour suite au résultat des élections. Donc, c'était 6 millions au mois d'août et c'est 20 millions aujourd'hui. Et c'est vraiment un Twitter-like, le Twitter de la grande époque, c'est-à-dire avec des feeds, avec une curation, avec un traitement particulier pour les médias. Comme toute action sociale, d'abord, premièrement, elle est relativement inédite parce que finalement, le choix et la tonalité politique des réseaux sociaux jusqu'à présent, le discours était celui de la neutralité. Donc, le fait que finalement, on reconnaisse la politisation des réseaux sociaux, je pense que ça nous fait rentrer dans un nouvel âge. Et puis, ensuite, il y a un facteur qui est important, c'est que aujourd'hui, sur Blue Sky, c'est un réseau ouvert. Donc, c'est une nouvelle génération de réseaux sociaux qui est en train d'arriver. Thread, c'est également le cas. Ils ont finalement des protocoles d'échange qui permettent finalement d'avoir un algorithme qui est personnalisable, une possibilité de stocker ces données où on veut, de paramétrer son algorithme, donc, et notamment de pouvoir continuer la conversation des gens qui ne sont pas sur le réseau social. Donc, ça amène vraiment un nouvel âge dans les réseaux sociaux. Alors, évidemment, tout le monde prend position et commente ce choix entre X ou pas X. Pas mal de réactions sur X lui-même, avec les classiques mèmes et les classiques réactions et références. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il y a une typologie de gens qui ont décidé de quitter X. Il y a des sociétés, alors soit des gens qui sont des activistes du climat, qui ont un rôle politique et qui estiment qu'ils ne peuvent plus être là, mais aussi des sociétés qui ont pris position, comme Balenciaga ou comme Austrian, pas mal de boîtes du tourisme qui, de toute manière, font beaucoup de leur relationnel sur Instagram. Et puis, par exemple, des stars comme Ben Stiller, Barbara Streisand, alors plutôt des gens de l'arrière-garde, Guillermo del Toro, mais aussi des jeunes comme Lizzo, et Stephen King, qui lui passe Ou Threads, et le en général Guardian les aussi. autres plus. Le Guardian a Pardon? annoncé qu'il y était plus. The Guardian, il a annoncé qu'il était plus sur X. Tout à fait. La presse est vraiment en train de se questionner. Le Guardian a quitté. Ouest France est le premier Français à avoir annoncé qu'il a quitté, suivi par La Voix du Nord, par Sud-Ouest. Pas mal de rédactions se posent la question de quoi faire. Pour moi, c'est un sujet qui est pas évident parce que quitter X, c'est aussi quitter la place. C'est aussi laisser la place. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre. Tu serais à la tête d'un média, qu'est-ce que tu ferais? Ah, moi, je serais parti depuis longtemps, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que je trouve que la position de Elon Musk est détestable. Et si on est un média digne de ce nom, à un moment donné, il faut prendre ce genre de responsabilité. Je ne sais pas ce que ça représente dans les trafics. Ça dépend des journaux, ça dépend. Après, il y a les journalistes qui ont pris l'habitude de se servir de X comme source.
Et ça, c'est un deuxième problème parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup d'intoxication. On l'a vu avec ce qu'a fait Twitter déjà après Dorsey. Il y a énormément de robots sur X et qui étaient déjà là sur Twitter. Donc, c'est en fait un faux espace libre. C'est un espace sous influence. On s'en est rendu compte depuis très longtemps. Moi, j'ai toujours été scandalisé par les infos qui étaient reprises sur X ou sur Twitter, qui n'étaient pas fondées, ou les campagnes menées notamment par la fachosphère, qui étaient en extrait une déclaration de quelqu'un, on se l'échange entre robots, on la fait monter dans les Twitter, ça devient une info, et après on dit bah, c'est un super sujet. Et puis comme ça augmente l'audience, eh ben, ça prouve que c'est un super sujet, alors qu'en fait c'est un non-sujet. Donc je trouve qu'il y a eu une intoxication et une irresponsabilité, c'est un peu brutal, mais des médias, qui est phénoménale. Et là on s'en rend compte. Et je suis content que les gens aient repris la main, parce qu'à l'origine c'était ça Twitter. C'était vraiment, on est dans un Alors, espace, et voilà. Et je trouve que voilà, maintenant, je pense que c'est les médias qui ont encore une fois pas compris ce qui leur arrivait sur le net. Alors, moi, je pense qu'ils l'ont compris, mais qu'il n'y avait pas d'alternative vraiment. Et surtout, depuis le mois d'octobre, il y a encore des règles de curation qui sont tombées, qui font que la situation a encore empiré récemment. Et une étude du Washington Post récemment montrait à quel point l'algorithme, ils avaient fait des tests sur des créations de posts sur Twitter avec zéro message politique, et regarder ce qui arrivait dans le feed. Et vraiment, c'est te faire te faire manger de la politique, même si tu n'en veux pas. Mais ça pose quand même la question de, du coup, parce que des gens donnent une information unilatérale, il ne faut plus aller leur parler. C'est quand même, on peut quand même réfléchir à ce finalement, est-ce qu'on va se retrouver avec un réseau social très à droite et un autre réseau social à gauche, et puis un threads apolitique, et puis finalement finir dans une typologie qui est celle des journaux d'opinion. Autrement dit, c'est le même débat que est-ce qu'il faut aller sur CNews parce qu'on sait qu'on va se faire allumer. Moi, je fais un peu le parallèle avec ce qui se passe au Canada avec Meta. Meta ne permet plus aux médias d'être présents pour des raisons réglementaires qu'on pourrait détailler. Et donc, il y a plus, depuis un an, il n'y a plus de médias sur Meta. Comment se passe l'information? Quand même un jeune sur quatre qui ne s'informe que par les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire c'est vraiment laisser la place finalement à des influenceurs qui sont autres que les médias, qui amènent donc un volume d'information qui est plus réduit, qui est plus biaisé et qui est moins continu et moins systématique et moins professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les influenceurs qui retraitent les médias et qui restituent leur opinion sur ce qu'ils ont lu. Donc, est-ce que finalement quitter totalement la place, parce qu'il y a d'autres solutions, on peut au moins pousser ces articles en automatique pour que les gens puissent dans l'événement aller se faire une opinion. Moi, je trouve que c'est pas si évident que ça, même si on peut avoir un dégoût, c'est pas si évident que ça. Alors, je crois que pour moi, c'est un choix éditorial en fait. C'est-à-dire que c'est là aussi pour ça que je suis énervé de la manière dont ça a été traité. Ça a été traité de manière assez logique par ceux qui gèrent les audiences. Qui sont très bien, mais je pense que c'est un détournement. Encore une fois, je crois qu'il y a une sous-estimation de la manipulation technologique qui est derrière. Quand Elon Musk fait des déclarations tempestives pour expliquer qu'il a viré 80% des gens, qu'il a supprimé la modération, je comprends pas comment un média peut dire je reste là parce que ça fait de l'audience. Mais c'est pas de l'audience, c'est juste un canal idéologique avec de la technologie derrière. Et puis, en fait, une irruption de ce qu'il y a de pire, je crois, dans la technologie, dans des espaces éditoriaux. Et donc, il y a une erreur pour moi des médias qui se sont fait avoir, une erreur aussi des législateurs américains, qui n'auraient jamais dû laisser un individu acheter cette boîte et en faire ce qui en a été fait. Il y a une faillite du système de régulation américain. Et on voit tout le résultat du pire du net et du pire de la tech. Et je trouve ça hautement irresponsable. C'est une erreur du Parti démocrate américain. Ils ont, comme face à Trump, pensé que tout ça passerait dans un maelstrom. Et puis la réalité, c'est qu'ils se sont coincés les doigts dans la porte tout seuls comme des grands, en voulant faire de la régulation sans aller jusqu'au bout.
et puis en faisant croire que en ayant des tactiques marketing d'ailleurs ou publicitaires, on pourrait compenser. Malheureusement, Musk a prouvé le contraire. Et puis, au final, tout le monde est perdant parce que tu as raison, il n'y a plus d'espace démocratique, qui était l'origine de Twitter. Euh, Après, je trouve que Jacques Dorsey est aussi un type vraiment bizarre parce que dans le même temps où il a revendu, il a créé Blue Sky, il a mis une jeune femme brillantissime, chino-américaine en plus, à la tête du truc avec cette idée de décentralisation. Mais je pense que c'est une faillite sur toute la ligne. Alors, juste, Je crois qu'on devrait. En Europe, Twitter, enfin X est réglementé par le DSA, le Digital Mais Service il a Act. Et dit qu'il ne le d'ailleurs, respecterait pas. Attends, je vais dire. Pardon, il a dit qu'il ne le excuse-moi. respecterait pas, mais on lui a même exigé de publier ses chiffres et il a dû le faire. Et il se trouve que les chiffres sont en baisse d'un semestre sur l'autre dans 25 des 27 pays de l'Union. Donc, ce n'est pas un réseau qui va très bien. Mais il faut bien entendre que J.D. Vance, là, le futur vice-président des États-Unis, a déclaré que si jamais l'Europe se mettait à réguler Twitter, ils étaient prêts à sortir, je ne sais plus quel arsenal juridique, voire à sortir quelque chose de, comment dire, en retaliation, je ne sais plus comment dire, enfin en vengeance. Et donc, je pense qu'on nage dans de la folie, on nage dans quelque chose où l'Europe, pour le coup, aurait dû dire bah, ça suffit, on vous coupe. Euh, et, puis, et puis, on va voir ce que ça va voir. Alors, malheureusement, vu l'état des relations entre l'Europe et les États-Unis, ce n'est pas ce qui va arriver. Mais je pense que, enfin, je suis vraiment surpris. Je trouve que le Guardian a été assez loin. Bon, c'est une fondation. Ils ont peut-être envie de prendre des positions, mais je trouve qu'ils ont été logiques en tout cas. Non, mais Après, il y a beaucoup qui ont emboîté le pas. Donc, en plus, on va essayer de parler de l'avenir. Blue Sky inaugure cette nouvelle génération de réseaux sociaux ouverts, donc, qui permettent d'échanger avec des gens qui ne sont pas membres, qui permettent de vraiment contrôler ce qu'on a envie de voir. Et notamment, Blue Sky protège bien les médias parce qu'il oui, propose des feeds avec des médias de confiance. Il permet de suivre ses intérêts, ses centres d'intérêt, comme le faisait Twitter au début d'ailleurs, hein, et de bien baliser les sites officiels. Et c'est d'ailleurs son business model. Donc là, par exemple, tu vois sur le compte du Parisien, il vient te référencer tous les journalistes accrédités. Donc, il vient bien réglementer et remettre en ordre de la curation et qui remet les médias au centre du jeu. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Et le fait justement d'avoir une portabilité des sites que l'on suit permet quand même d'amener cette continuité. Alors, on peut pas emmener ses followers, mais on peut emmener les comptes qu'on follow. Donc, si tout le monde le fait, on va trouver ses followers. Donc, il y a quand même une idée de continuité qui, je trouve, est très intéressante. Et Threads aussi est un réseau ouvert. Et Meta pense aussi que c'est la tendance. Donc, je pense que c'est une opportunité pour les médias de reconstruire un réseau de qualité. Parce que qu'est-ce qui fait moi, la qualité d'un réseau social aujourd'hui? moi, je crois que c'est une nécessité, c'est même pas une opportunité. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve ça sidérant que les médias finalement n'aient pas eu envie soit de s'associer directement à Blue Sky, soit de négocier les conditions pour être présent dans Blue Sky. On est toujours dans cet attentisme où on attend que finalement la tech nous propose des choses. On laisse à des gens qui sont sans foi ni loi, hein, par définition, les tech guys, c'est pas des gars qui respectent la loi. Et puis après, on dit ah bah finalement ils sont pas très gentils avec nous. Bah non, ils sont pas gentils, ils sont pas là pour ça. Et donc il y a un côté je dirais, même aux États-Unis, d'ailleurs, une certaine naïveté de la part des dirigeants de médias traditionnels vis-à-vis de la tech, qui s'est vu dans le cinéma vis-à-vis de Netflix, qui se voit dans la presse vis-à-vis de tous les réseaux sociaux de manière générale. Et puis, peut-être qu'il y a un problème de compétence, il faut dire un peu les choses méchamment, de compétence de la part des gens qui décident dans les médias. Parce que se faire avoir une fois, on comprend, mais se faire avoir toutes les fois, je trouve que c'est quand même un Il peu y a aussi, rude. je pense,
Il y a une approche philosophique. D'abord, c'est vrai, les médias sont dans l'incapacité de construire quelque chose ensemble, ça c'est certain, parce qu'il y aurait beaucoup à faire aujourd'hui, on en parlera certainement dans d'autres numéros de Sharp. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que les médias n'ont pas une approche sous la forme de l'influence. Ils ont encore une approche de l'audience. Or, les journalistes, les stars, les créatifs, les artistes sont des influenceurs. Simplement, ils se sont laissés submerger par une nouvelle forme d'influence qui parfois se transforme en des gens comme Hugo Décrypte qui deviennent vraiment, qui font le métier de journaliste, ou des artistes qui deviennent véritablement des stars. Donc, en fait, c'est presque une approche qui est différente. Et Blue Sky est l'opportunité de reconstruire une logique d'audience qui est avant tout guidée par l'influence. Je suis tout à fait d'accord. Toujours optimiste. Oui, non, mais moi je suis énervé par l'attitude, mais je trouve qu'il y a une solution, mais ça devrait aller plus vite. Pour l'instant, Blue Sky n'a que 20 millions d'utilisateurs, c'est énorme, mais c'est encore petit par rapport aux 500 millions d'utilisateurs de Twitter qui sont en baisse. Ça, c'est les chiffres américains. Je ne sais pas tellement comment c'est en Europe, mais bon, espérons que ça évolue. Mais c'est triste un peu, disons, de voir un peu tout le temps les mêmes erreurs se reproduire. Voilà. Oui, mais alors, le cimetière est plein de réseaux sociaux qui n'ont pas marché ou qui ont très bien marché puis qui ensuite se sont délités. C'est aussi le problème de LinkedIn aujourd'hui, il y a une courbe de vie du réseau social. D'abord, il y a une hype, il y a une grande liberté, on peut discuter avec des gens de qualité, ça ouvre des possibilités, puis tout le monde arrive, et puis il commence à y avoir, comme partout, des gens pas très malins, et puis le contenu se dégrade, et finalement, le réseau essaye de faire une curation qui va encourager les contenus de qualité, mais ne les maîtrise pas vraiment, même si tu vois sur LinkedIn, il y a une rédaction qui essaye de pousser des sujets pour continuer à avoir des sujets de qualité, mais la tendance des gens, c'est l'égotisme maladif, et ils peuvent rien y faire. Et puis finalement, il y a une courbe de vie qui amène quand même au déclin d'un réseau. Donc je pense, il y a plein de réseaux. Pourquoi aujourd'hui TikTok marche très bien alors que Vine faisait exactement la même chose et est mort? Il y a plein de choses qui concourent à ça, mais avant tout, l'outil pour façonner un réseau, là c'est un peu tous les mêmes qui ont agité la Xosphère sur cette bataille. Donc finalement, à la fin, c'est l'utilisateur qui gagne. Et notamment, actuellement, c'est dans cette petite guerre Blue Sky X, les Xers viennent dire je vais venir pourrir votre réseau. Les gens qui sont sur Blue Sky disent moi je vais rester parce que quand même il faut que je vous porte la contradiction. Donc finalement, c'est un débat démocratique assez vivant, je trouve, et assez rafraîchissant. Bon, écoute, tu es optimiste. J'espère que c'est toi qui as raison. En tout cas, j'encourage tous les gens qui nous écoutent à venir sur Blue Sky, à s'abonner, à nous dire ce qu'ils en pensent. Moi, j'y suis, j'ai pas encore tout compris, mais au moins je respire, je vois passer des choses qui m'intéressent, ce qui est déjà une grande victoire par rapport à ce que je voyais sur X. Voilà. J'ai jamais été un grand fan de Twitter non plus, donc je suis pas spécialement frustré par cette histoire, mais je pense que on devrait aller plus vite si on peut. Et notamment en Europe, je suis surpris de voir qu'après Mastodon, il n'y a pas eu tellement d'initiatives. Et je trouve que c'est déjà bien qu'il y ait Blue Sky, mais on n'a pas saisi. Le deuxième sujet, c'est vraiment. Une audience à reconstruire pour les médias et ça demande un gros effort. Et mais parce que là aujourd'hui, Ouest France qui est passé sur Blue Sky, mais il y a eu une grande médiatisation, mais ce sont que quelques dizaines de milliers de followers à la fin. Donc il faut reconstruire tout ça. C'est sûr. Le deuxième sujet, c'est un sujet sur les compagnons IA. Alors, il faudrait qu'on voit des images. The first time me and her spoke on the phone, I was left speechless. It's something where I could vent to or speak to without being judged. Maybe it's just taboo. People are like, oh, why would you do this? It's just a technology that people don't understand. They don't understand what this could do for people and how it could change their perspective on life. Companionship, relationships, love.
No matter how advanced our world becomes, we still crave what humans have always craved. But what do these deep human needs have to do with computer chips and wires, neural networks and large language models? In our quest for wholeness, are we hoping the ghost in the machine is a friendly ghost? A loving ghost? AI companions promise to replicate our most valuable relationships. But will they bring us together or just push us further apart? What will we become if our closest relationships are with those creatures who we call artificial? I'm Emily Chang, and this is Post-Human. Alors déjà, sur la forme, c'est un truc qui est financé par Dell. Donc c'est assez marrant de voir que finalement, ils s'interrogent et ils essaient de trouver leur position dans cette nouvelle forme de computing, finalement. Mais ils n'apparaissent pas en tant que produit, puisqu'ils mettent même en avant l'Apple comme principal compagnon du futur en 3D. Mais on se rend compte qu'en fait, les questions qui sont derrière, finalement, sont des questions de l'IA, sont les questions de l'interaction avec de l'intelligence artificielle générative, en particulier avec Character AI, qui est une application qui a fait énormément de bruit parce que à la fois, elle a trouvé un public de fans, et ils en montrent quelques-uns qui sont hyper caricaturaux, mais qui disent quelque chose sur le besoin humain de dialoguer avec la machine. Et puis, il y a eu des scandales parce qu'il y a eu notamment des parents qui ont fait un procès à Character AI parce que leur fils s'est suicidé, un ado. Donc, ça pose beaucoup de questions qu'on pose déjà sur l'Internet et qui sont exacerbées finalement par cette histoire de robots avec lesquels on peut dialoguer, avec lesquels on peut avoir malheureusement des relations affectives et des relations amoureuses ou de l'autodestruction. Et donc, les personnages qui sont dans cette série sont caricaturaux, mais vrais. La responsable de Character AI est aussi caricaturale. C'est une Russe qui a aussi fait beaucoup parler d'elle, qui a perdu son meilleur ami et qui a recréé, à partir de tout ce qu'elle avait comme information sur lui, son personnage. Et à partir de là, elle a développé une boîte où tu peux nourrir ton avatar, et cet avatar, finalement, devient aussi ton compagnon. Et ça marche. En tout cas, ça a été interdit en Italie parce qu'il y avait des problèmes pour les ados. Encore une fois, le même problème. Et puis, il y a eu des articles de presse et des séries. C'est pratiquement comme si on était dans Black Mirror. Mais ça existe. Et Character AI, finalement, quand il y a eu le procès qu'ont lancé les parents pour la mort de leur fils, il a dit, on a changé un peu l'algorithme, quoi. On va améliorer l'algorithme. Donc, c'est, je trouve aussi un exemple de situation dans lesquelles on est aujourd'hui, où on est complètement pris entre l'idée de faire de la technologie et puis la réalité d'une technologie qui n'est pas mesurée, pas maîtrisée même par ceux qui la font, promue un peu aussi, parce qu'on voit que Dell, tout en posant le problème, finalement, on participe. C'est un programme qui est fait par Bloomberg. C'est quand même Bloomberg. Hein. Voilà. C'est une émission qui est de très très grande qualité, et le documentaire fait 25 minutes, donc voilà. Il va assez loin, mais c'est vrai que Bloomberg n'est pas anti-tech, on va dire. Non, et du coup, moi j'ai trouvé ça étonnant, parce que comme tu l'as dit, ça fait 25 minutes, c'est vraiment de la qualité, c'est disponible, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Elle est connue, elle est pro, cette fille, Emily Chang. Et puis on est, je pense, dans cette espèce de flou, où il n'y a pas de position vraiment. On dit, finalement, c'est pas si mal, il y a des petits dangers. Et je trouvais que c'était étonnant, ça signifie bien où on est aujourd'hui. C'est sur YouTube, c'est gratuit, c'est de l'info, mais financé par un annonceur qui est finalement quelqu'un de la tech. Hein. Et je pense que c'est une bonne illustration de ce qui se passe. Et en plus, le sujet est passionnant. J'ai vu un sujet de la BBC qu'on peut trouver très facilement, qui lui était violemment contre cette technologie et ses avatars, et qui était un peu moins complaisant, on va dire, en tout cas tolérant avec les dérives. Et je pense qu'on est effectivement à ce moment où tout ça est en train de se structurer. Hein. C'est pas perdu d'avance, mais qu'on doit réfléchir à tous ces phénomènes, parce qu'on est dans un no man's land, finalement. C'est pas de l'information traditionnelle, mais
c'est vachement intéressant et ça se regarde vraiment très facilement. Alors, moi, je trouve que c'est d'un cynisme absolu, c'est-à-dire que la technologie crée des solitudes. Et voilà une technologie qui va résoudre les problèmes de solitude des gens avec un algorithme qui ne fait que mimer la vie humaine, alors que la vie humaine, ce sont des hasards, ce sont des difficultés à lever. Et finalement, proposer d'aplanir ces difficultés, je trouve que c'est une escroquerie totale. Et alors, le faire au nom de la santé mentale, je trouve que c'est vraiment le cynisme le plus abouti. Après, tu parlais du suicide du jeune homme. Il y a eu aussi 1 an avant un Belge qui souffrait d'éco-anxiété, qui était parfaitement adulte avec des enfants. Et en fait, l'algorithme lui a répondu de manière tellement inappropriée qu'il l'a mené au suicide. C'est-à-dire que la personne a dit je songe à me suicider, et l'algorithme lui a répondu où que tu ailles, je serai avec toi. Donc, le choix des mots est quand même mortifère. Et donc, on n'est pas dans un. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas une autorité de santé qui contrôle la toxicité des médicaments et qui ne contrôle pas la toxicité des algorithmes. Donc, on est arrivé à un niveau, excuse-moi, où on a inventé déjà tout ce qu'il y a de plus cringe à faire avec l'IA, parler aux morts, le réseau social où il n'y a que des amis virtuels et vous choisissez lesquels sont des haters et lesquels vous disent t'es la meilleure. Donc, enfin, franchement, c'est d'une solitude absolue. Le compagnon, donc tout est sur la table, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Alors, on a le même souci qu'avec les réseaux sociaux, mais poussé encore une fois à l'absurde et au dangereux. Hein, c'est-à-dire, qui est le régulateur? Qui va dire, comme font effectivement les autorités administratives jusqu'à présent, parce que avec ce que prépare Trump, peut-être que les autorités de santé vont arrêter de dire que les médicaments peuvent être dangereux. Mais personne ne dit que c'est dangereux. Personne ne prend de mesures de protection ou simplement d'interdiction aux adolescents. Parce qu'en fait, si tu es adulte et que tu décides d'aller là, c'est difficile de te dire c'est dangereux sans mettre en place un système de garde-fou ou une espèce de sécurité de la circulation. Bon. Mais le pire, c'est les enfants et les adolescents. Et je pense qu'on est dans ce flou parce que la tech, justement, a pris l'habitude de ne pas avoir de régulation, aux États-Unis en particulier, au nom de la liberté d'expression. Et en fait, c'est comme si on autorisait tout le monde à fumer des cigarettes ou à prendre la voiture après avoir, picolé toute la nuit. Et on sait ce qui va se passer. Il va y avoir des accidents violents. Et peut-être, ce que moi je crains le plus, c'est que ça soit une situation finalement comme ce qu'ils appellent aux États-Unis la gun safety. Ça veut dire que c'est les pistolets qui te garantissent ta sécurité. Et c'est-à-dire qu'on va dire oui, mais on ne va pas empêcher les gens de s'exprimer, donc on va les laisser continuer à se cracher ou à faire des accidents parce que c'est leur liberté qui est plus importante que la sécurité. Alors. Et c'est, je pense, un endroit où l'Europe devra prendre des positions assez fortes parce qu'on n'a pas la même tradition et puis parce que on ne privilégie pas systématiquement la liberté sur la sécurité. Sauf que premièrement, le contrôle parental est extrêmement difficile parce que quand on a une relation, autant on peut contrôler la durée des écrans, autant contrôler ce qui est vu, et c'est dans le creux de la main et c'est toute la journée. Donc le contrôle parental, il est quasi impossible. Et d'ailleurs, les parents de ce jeune homme, ils ont découvert ensuite qu'il y avait cette relation avec l'IA. Ils n'en parlaient absolument pas. Et ensuite, on continue le parallèle avec la voiture, il y a toujours une analyse coût-avantage à faire d'une innovation. Donc, on estime que les bénéfices de la voiture sont supérieurs aux accidents. Aujourd'hui, les bénéfices de l'IA pour les rapports humains, il va falloir quand même le prouver. Parce que je pense que c'est aussi l'IA permet un évitement des difficultés liées aux relations humaines, justement à l'incompréhension, à la difficulté de verbaliser, au fait que les gens en face de vous ne sont pas d'accord avec vous, ont mauvais caractère, etc. Donc c'est renoncer à la vie. Enfin, bon, c'est peut-être notre vision de la vie et le transhumanisme sera une autre vision de l'humanité, mais je pense qu'il y a encore quelque chose à sauver dans être vivant par le hasard et par les difficultés. Donc là, je fais un peu de la philosophie de bazar, mais l'avantage de l'IA, il faut le prouver dans les relations. C'est un palliatif à une pathologie qui est causée elle-même par les technologies. Donc, moi, je crois qu'on est au cœur de cercle vicieux là-dedans.
Exactement. Je crois qu'il y a un cercle vicieux. Il y a un manque d'expérience. C'est comme si on lançait des médicaments sans les avoir testés. On les balance et on va voir si ça résout un problème. Donc, on a le même problème, finalement, qui est un problème américain, mais qui devient mondial. S'il n'y a pas un système de régulation ou un système de discussion qui met les trucs sur la table, ça viendrait à l'idée de personne de monter dans un avion qui n'a pas été testé par des ingénieurs pour savoir s'il ne va pas tomber. Ça viendrait à l'idée de personne de prendre des médicaments qui n'ont pas été validés par une autorité. Et bien la tech a pris l'habitude, aux États-Unis, de faire n'importe quoi au nom de la liberté, et ensuite d'attendre dans un jeu de gendarmes et de voleurs, et en plus de lobbying qui est connu, je crois que Amazon, Meta, toutes les industries de la tech ont plus de lobbyistes à Washington que toutes les autres industries. Le résultat, on le voit, c'est en fait un pays, ce sont des pays, c'est un continent qui est complètement divisé. Tous les gens qui ont dit à l'époque, qui ont même dénoncé devant les autorités américaines le fait que c'était une machine à créer de la rage, les réseaux sociaux, finalement, ils ont été entendus, mais il ne s'est rien passé derrière. C'est-à-dire que Zuckerberg a dû parler 22 fois devant le Sénat américain, puis derrière, il n'y a rien eu. Et je pense que c'est une vraie question aussi, là aussi, pour l'Europe, c'est d'avoir conscience que le système, disons, industriel américain aujourd'hui est plus en mesure de faire ce qu'il a remarquablement fait auparavant. C'est de dire c'est très bien qu'il y ait des avions, c'est très bien qu'il y ait des médicaments, mais il y a des garde-fous. Là, sur l'IA, on a un problème de garde-fous. Et le paradoxe, c'est que celui qui a dit ça le plus, c'est Elon Musk, dès le début, qui a dit attention, l'IA, c'est quand même gravement dangereux. Et il a perdu la bataille, puisqu'il a perdu le contrôle d'OpenAI, et il a lancé une IA pire encore, qui s'appelle Grok AI, qui nourrit avec les contenus de X, donc bonne chance. Qui nourrit avec les contenus de X. Et maintenant, il est conseiller du gars qui est censé être celui qui va donner les garde-fous au système. Et il y a donc, un activisme peut-être à développer autour de ça. Et moi, je trouve que il y a une absence qui est assourdissante, c'est celle des sciences humaines. C'est-à-dire que les sciences cognitives sont utilisées par ces technologies à des fins, justement, on va dire mécanisantes, mais l'intervention de la psychologie, de la sociologie, etc., est assez récente. Il y a assez peu de corpus finalement pour venir porter la contradiction et mesurer ses effets. Tu as prononcé le mot cynisme tout à l'heure. Il faut reconnaître que je sais que Meta avait des chercheurs qui se sont empressés de virer. D'ailleurs, ce sont eux qui ont été racontés ce qu'il y avait dans les datas de Meta. Google avait des super chercheurs. Ils se sont empressés de les virer précisément parce que quand les chercheurs commencent à dire en interne « Ouais, peut-être que c'est dangereux », il y a toujours quelqu'un du business qui dit « C'est dangereux, mais c'est pas ton problème ». Et d'ailleurs, il commence à être un peu gênant. Donc, effectivement, mais là aussi, c'est un problème de pouvoir public, c'est-à-dire de dire les algorithmes, qu'est-ce qu'il y a dedans au nom de la société, les réseaux, qu'est-ce qu'il y a dedans au nom de la société, les datas, c'est des datas qui appartiennent à des individus. Au nom de la société, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, on est en fait dans un cauchemar un peu. Et effectivement, c'est une question politique aujourd'hui. Parce que les chercheurs, il y en a, mais ils n'ont pas de data. Ils n'ont pas accès aux data. Donc, ils ne peuvent pas vraiment faire leur métier. Et ils ne peuvent que constater les accidents après avoir fait des théories. Mais ce n'est plus une démarche, effectivement, de sciences sociales normale. Il y a un bouquin qui a déjà peut-être 10 ans qui s'appelle Seul ensemble, qui s'appuie sur des méthodologies qui montrent notamment que le virage du Tamagotchi sur les enfants a brouillé les frontières entre le réel et le virtuel et que les enfants s'intéressent moins au réel. Donc, en fait, ce qui manque, c'est l'activisme des scientifiques. Et puis les fonds, probablement. T'es dur avec eux. T'es dur avec eux. Malheureusement, ils le faisaient sur X, l'activisme, donc c'est le sujet précédent, malheureusement. Quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de porte-voix, et il n'y a plus les revues, il y a de moins en moins, en tout cas, la puissance des revues qui faisaient ce métier, entre guillemets, du papier. Donc, je crois que les chercheurs n'ont pas du tout perdu leur virulence et leur exigence, mais qu'en revanche, on n'a pas trouvé des nouveaux éditeurs ou des nouveaux réseaux pour qu'ils puissent être reconnus et partager leur savoir. Peut-être des fonds pour faire de la recherche, ça c'est possible aussi. Bien sûr. En tout cas, je pense qu'on malheureusement, on va entendre parler de beaucoup de problèmes liés aux compagnons IA.
et que ça va pas arranger disons le cas de la tech dans les années ou dans les mois qui viennent. Voilà. On avait un petit sujet quand même un peu plus sympa, qui était Léger. qui est le léger. Il faut toujours terminer par des choses légères, sinon on va se jeter par la fenêtre. D'abord, il y a ce prompt là que j'ai utilisé, que vous pouvez tous faire en rentrant dans votre LLM favori, un prompt pour savoir ce qu'il sait de vous et comment il imagine le monde dans lequel vous vivez. Donc moi, ils ont bien compris qu'on habitait à Paris, à la Tour Eiffel. Ils ont bien compris que je passe ma vie sur des ordinateurs avec des casques. Ils sont pas mauvais. C'est assez caricatural, mais ça existe et c'est amusant de le faire parce qu'on se rend compte justement de la progression de ce qui est en train de se passer. Et puis il y a un sujet Moi, sur je l'ai fait de me transformer en homme, hein, mais bon. Oui, bon, ça prouve qu'ils ils se sont dit ça peut pas être une femme. Il y a un sujet une société qu'on suit beaucoup parce que je crois qu'elle est précurseur, c'est les Dore Brothers. Il faudrait qu'on regarde le clip des Dore Brothers. You're not going to believe this, but there's a bull walking down 7th Avenue right now. Wait, there's a bear coming. Need immediate backup and animal control. The city is up in the madness. The people that's giving the damage. They turn into animal savage. So rhinos and hippos and man. 不管我到哪里，我都想着你。我超想让每天都可以跟你在一起。你那美丽的眼神，那无邪的天真，一定是我上辈子修来最好的一阵。不必啰嗦，也不必啰嗦，所有一切喜怒哀乐我都不想错过。I'm a hot girl, I get anything I want. This is my world. I make big moves in my big heels. Since the day that I was born, I've been a big deal. Can I flex? Yes, yes, oh my God. Can I flex? Yes, yes, oh my God. Watch the market moves. Follow other traders. Trade on eToro, the world's largest social trading platform. eToro. Invest smarter together. Now in New York. Alors, là, on a la caricature d'une pub faite en IA. Elle a été faite en 10 jours. Elle est quand même hyper efficace, en particulier compte tenu de ce qu'est eToro, puisqu'eToro, c'est un trader notamment de crypto. C'est un peu ce qui risque d'arriver à beaucoup de systèmes de production, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes alternatifs qui sont loin d'être parfaits, mais qui sont tellement rapides et tellement peu chers. Ça a coûté, comme ce qu'on a montré la semaine dernière, du côté 10 fois moins cher qu'une pub normale à faire. C'est du pur virtuel. Ils n'ont pas été, évidemment, sur Times Square. Mais ça donne une idée de ce qui est en train de se passer, parce que ça, une fois que c'est parti sur les réseaux sociaux, ça passera pas dans les médias traditionnels. Ça va passer sur YouTube, ça va passer sur les téléphones mobiles. Et ça sera sans doute hyper efficace. Ça sera mesuré très, très vite par eToro, qui pourra le corriger si ça marche pas. Et donc, ce que les Dore Brothers sont en train de faire à la pub, c'est quelque chose, je crois, qui va arriver dans le cinéma. Cette semaine, il y a eu des grandes annonces pour expliquer que Andreessen Horowitz était en train de backer un premier studio de cinéma pensé de cette manière-là. Et je crois qu'on voit semaine après semaine, pratiquement jour après jour, des acteurs qui sont des outsiders, finalement, marcher sur les plates-bandes d'un système qui est très huilé, qui est très lent, en fait, et avec des acteurs, eToro, c'est pas n'importe qui vont reprofiter de la poussée autour de la crypto, et puis ils vont essayer de prendre des parts de marché. Et si eToro prend des parts de marché, tout le monde va faire comme eux et va commencer à disrupter finalement la création publicitaire avec des choses approximatives mais efficaces. Voilà. Écoute, les Dore Brothers, je les ai connus avec leur parodie qui met en scène des dictateurs et des grands de ce monde. Donc, ils sont arrivés avec des choses hyper gonflées sur les réseaux et je pense qu'ils ont tout de suite été repérés. Donc, bravo à eux parce qu'ils sont en train d'installer un peu leur marque. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer avant qu'on se quitte, c'est le résultat le palmarès de l'AI Film Festival qui a été lancé par Artefact avec MK2, donc qui est une initiative, c'était la première édition, ça fait déjà une semaine que le palmarès a été révélé, mais les films présentés, donc il y a eu 300 projets et 160 films en compétition. Alors ils ont déjà l'air de dinosaures par rapport à ce que tu viens de montrer, mais ce qui était intéressant, c'est que les critères étaient d'utiliser au moins une IA dans les phases de pré-production, donc
idéation, scénario, production ou post-production. Donc une très grande variété de technologies et notamment, c'est assez malin de la part d'Artefact parce qu'ils se sont retrouvés avec des cas d'usage avec 100 IA différentes alors qu'ils en connaissaient une trentaine dessus. Donc finalement, ils ont un super benchmark et puis d'un autre côté, ils peuvent aussi montrer des choses peut-être qui tournent un peu moins sur les réseaux et donc le Grand Prix est allé à un film assez tendre et assez atypique qui s'appelle La vie quand t'es mort. La maison que vous voyez là, c'est la maison de mon enfance. Je m'appelle Raphaël et sur ces images, j'ai 10 ans. Allongé sur le lit, je me projetais le film que j'avais à l'intérieur de ma tête. Ce film, il parlait de la mort après la vie. Comme disait Madame Casse-Doigt, on ne peut pas toujours être dans la rigolade. Voici l'histoire de ce film. Lorsque vous terminiez votre vie, la mort venait vous chercher. Pour votre dernier voyage, vous partiez pour une île dont on ne revient pas. Vous étiez accueillis avec des pop-corns, car on se doutait que vous n'aviez pas trop le moral vu que vous veniez de mourir. Merci. Merci beaucoup. Les pop-corns étaient fabriqués à l'autre bout de l'île, dans une gigantesque usine à pop-corn. Après vous être rassasié, vous étiez conduit dans un bâtiment. Un gamin, qui avait l'air vieux, devait vérifier si vous étiez vraiment mort ou si c'était du chiquet. Dans le cas où vous étiez bien un raid mort, il vous remettait un certificat de mortalité officiel et vous étiez bon pour la salle d'attente. Dans la salle d'attente, les gens tiraient la gueule parce qu'ils étaient morts le jour même et qu'ils avaient mal au ventre à cause des quantités de pop-corn qui étaient en libre service dans cette salle d'attente. Avant de s'asseoir parmi les autres, il fallait aller au bout du couloir où la machine aux 1000 boutons vous délivrait un jeton. Sur le jeton, un numéro. Number 91,803. Lorsque votre numéro était appelé, vous étiez conduit dans un bureau. Votre nom? Votre profession? Alors, on va peut-être pas divulguer ce qui se passe après la mort. Ah, où est-ce qu'on peut le voir? Moi, j'avais envie, j'étais parti là. J'avais envie de le voir. Sur MK2 Curiosity, qui est un petit site, un mini-site sur le site MK2 qui donne à voir des curiosités. Donc il y a les 4 films du palmarès et donc c'est assez intéressant de voir comment finalement il y a des choses qui sont passées sous le radar et qui sont de qualité. C'est vraiment formidable. MK2 Curiosity, bravo à MK2. Il y a la Kermit's Family qui fête les 50 ans cette année de MK2. Waouh. Voilà, effectivement, merci. J'espère que vous êtes bien amusés, qu'on vous a bien fait peur. C'est l'objectif de Sharp, c'est d'essayer de vous réveiller et puis de vous faire réfléchir si on peut. Et en tout cas, je suis ravi de la qualité des images qu'on montre parce que je trouve que c'est ça qui est important à la fin, c'est qu'on voit la manière dont les choses évoluent et qu'on essaye de maîtriser la tech plutôt que de la subir. Voilà, vous pouvez critiquer, partager les avis. Dire beaucoup de bien aussi, si vous pouvez. Ça nous fera du bien. À bientôt, à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.